Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à un sujet qui préoccupe bon nombre d'entreprises en ce moment dans le contexte macroéconomique actuel, à savoir l'optimisation de la trésorerie dans ce contexte compliqué. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir ce jour deux de nos partenaires, donc la société Altisis et le cabinet June Partners. Bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour Kamal. Un petit mot sur June Partners. Merci d'abord pour cette invitation. Et effectivement, donc, je suis associé au sein du cabinet de June Partners. June Partners, c'est un cabinet de conseil opérationnel qui accompagne ses clients PME et ETI principalement sur toute la chaîne de valeur et leurs projets de transformation, avec trois briques très fortes, si j'ose dire. La partie finance, la partie opération au sens large du terme, avec une verticale spécifique sur la performance industrielle, et enfin les sujets plus RH. Merci Frédéric. J'accueille également Olivier Garneau. Bonjour Olivier. Bonjour Kamal, merci également de cette invitation. Olivier Garneau, je suis associé au sein de Finserve qui regroupe finalement deux activités. Une activité plutôt prestation de services, donc Rococash, qui est finalement le deuxième acteur du recouvrement B2B amiable et contentieux, donc en France, avec des équipes françaises dédiées sur ce périmètre, et Altisis, donc éditeur intégrateur de solutions de gestion et de pilotage du poste client, dont j'ai la responsabilité, je dirais, en termes de développement commercial depuis 2016 maintenant. En deux mots, Altisis, on travaille avec donc des clients PME, ETI, grands comptes, France internationale, sur un segment de l'amiable jusqu'au traitement des contentieux, et un pilotage de risque, ce qui fait un petit peu l'objet de la conversation d'aujourd'hui. Donc au niveau finalement Finserve, on a cette capacité d'avoir une solution qui répond à l'ensemble des problématiques, à la fois RH, solutions applicatives et organisation des process de manière générale. Très bien, merci Olivier. Merci. Juste un petit, pour ma part, Kamel Elouarari, donc je suis Alliance Manager au sein de Talentia Software. Un petit mot sur Talentia Software. Nous sommes éditeurs de solutions RH et finance. RH, toute la partie paye, ressources humaines, gestion du capital humain. Et finance, toute la partie comptabilité, gestion des immobilisations, trésorerie. Et également la partie CPM, qui est la gestion de la performance. Frédéric, Olivier, aujourd'hui, quelles sont en quelques mots les préoccupations actuelles de vos clients? Comme tu l'as évoqué dans ton introduction, hein, malheureusement, j'aurais tendance à dire qu'une crise chasse un peu l'autre. Donc après la Covid et un redémarrage, nous, qu'on a constaté assez fort, comme tout le monde, fin 21, début 22, effectivement, on revient dans des temps un peu plus complexes. Alors souvent, on prend souvent la guerre en Ukraine comme point de départ. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte un peu compliqué, à mon avis, avec trois éléments clés. Bon, sans grande surprise, le premier élément, c'est évidemment la hausse de l'énergie qui frappe à peu près toutes les industries, alors de façon disparate en fonction des secteurs d'activité et des géographies, mais qui est un enjeu évidemment à la fois court terme, et donc on voit que ça a des conséquences court terme à la fois sur la capacité à poursuivre l'activité. On a vu par exemple que Duralex avait fait le choix d'arrêter pendant 6 mois sa production. Rien de très original sur ce que je viens de dire. En revanche, nous, on est aussi chez June très attachés à la réindustrialisation de la France. Et effectivement, je pense que ces problématiques énergétiques posent des problèmes à long terme. On l'a vu là encore, Safran ou Bosch ont à ce jour décalé, voire annulé des projets d'implantation d'usines. Donc voilà, c'est une vraie problématique. Plus globalement, toujours dans ce premier point, évidemment, au-delà de l'augmentation de l'énergie, il y a un vrai sujet évidemment d'inflation, donc tiré par l'énergie, mais pas que. Quelques-uns de nos clients, par exemple, sont dans l'industrie et dans le business autour des denrées alimentaires. Je pense par exemple à la restauration collective, avec effectivement là aussi une inflation qui vient frapper de plein fouet les business models et une capacité pas toujours équivalente en fonction des marchés, des typologies de clients, à répercuter cette inflation chez les clients. Donc des vrais sujets de PNL. Donc premier point, encore une fois, c'est pas un scoop sur cette partie énergie. Je mettrai un deuxième point en avant qui est l'instabilité de nombreux marchés. On l'a beaucoup vu, c'est beaucoup entendu là encore. On a beaucoup parlé des semi-conducteurs ou de la difficulté de faire transporter des marchandises, notamment sur le fret maritime.
Donc sur ces deux sujets, la situation se simplifie et revient proche de la normale. En revanche, il y a d'autres secteurs, le blé, l'acier, voilà, où c'est très compliqué et où face à cette complexité, les entreprises ont beaucoup de difficultés à prévoir ce que sera demain. Et ça nécessite évidemment une sécurisation aussi des approvisionnements beaucoup plus forte qui pèse évidemment, on aura l'occasion je pense d'y revenir, qui pèse sur la trésorerie. Et le dernier point que je voulais mettre en avant, plus récent celui-ci, c'est évidemment le renchérissement global. Alors, le renchérissement global du coût du crédit. Alors à la fois le renchérissement, puisqu'on a vu ces dernières semaines, à la fois sur le taux de base, puisque le Euribor a pris quelque chose comme 200 points de base, mais aussi beaucoup sur le spread pris par les partenaires financiers qui essayent de reconstituer un peu de marge. Et donc ça sort aussi bon nombre d'entreprises de la possibilité d'accès au crédit. Donc on sent bien là la fin de la période du quoi qu'il en coûte, où on est effectivement sur un environnement qui est assez complexe. Donc tout ça donne un environnement assez difficile, et notamment des perspectives sur 2023 qui sont aujourd'hui un peu chancelantes. Tout à fait. Merci Frédéric pour cette analyse macroéconomique. Et du coup, Olivier, ton avis de spécialiste du recouvrement, enfin une analyse peut-être plus microéconomique au niveau des entreprises. Je partage tout à fait ta vision, Frédéric. Je rajouterais une petite composante, une nuance justement sur cette période anxiogène. C'est vrai qu'elle est assez compliquée, qui a beaucoup bouleversé finalement à la fois l'organisation des process, d'une part avec un focus assez fort au niveau du pilotage de risque client de manière très claire, et le rapport au travail de chacun des collaborateurs, avec la dimension du télétravail qui maintenant est devenue une composante en tant que telle, au niveau des critères d'embauche, mais également pour maintenir en fait ces équipes. Donc il faut jouer avec ce nouveau paradigme, et c'est une vraie réflexion qui est à la fois menée chez nos clients, chez nos prospects, de savoir comment organiser finalement au mieux cette alchimie entre le logiciel et les process pour répondre en fait, à cette mutation organisationnelle. Effectivement, on l'a vu aussi en tant qu'éditeur, on est éditeur de solutions. Effectivement, le confinement, le télétravail est passé du stade nice to have au stade must have, effectivement. Et du coup, au vu de ce contexte et de ces enjeux, quels sont les types de projets sur lesquels vos clients vous sollicitent ? En lien avec effectivement ce que vient de dire Olivier, qui est le quatrième point que j'aurais pu rajouter dans l'analyse, effectivement, nous on a encore beaucoup de projets effectivement autour de la digitalisation des process. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est antérieur clairement au Covid, c'est quelque chose qui s'est accéléré pendant la période de Covid et qui se poursuit, dont le dynamisme ne faiblit pas, à mon avis, avec trois objectifs un peu différents en fonction des entreprises. Un premier objectif, et c'est un sujet effectivement aussi de rétention, c'est la suppression, ou en tout cas l'automatisation de toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour apporter aussi du confort aux salariés. Et encore une fois, c'est un vrai élément de rétention des collaborateurs. Alors, avec juste une petite parenthèse, on constate, nous, c'est que bien souvent, c'est pas forcément les mêmes profils avant l'automatisation et après, donc ça pose d'autres questions. Je referme là la parenthèse. Un deuxième axe, à mon sens, qui est effectivement, comme le disait Olivier, qui est un vrai sujet autour de l'optimisation encore du télétravail et plus généralement que le télétravail, du travail à distance. Je préfère moins parler de travail à distance, parce qu'effectivement aujourd'hui on s'aperçoit que nos clients cherchent à faire en sorte que leurs collaborateurs soient en capacité de travailler n'importe où, donc c'est pas forcément de chez soi, mais de n'importe où. Et dernier point qu'on voit de nouveau arriver aussi autour de ces sujets de digitalisation, il y a aussi un enjeu derrière d'industrialisation et potentiellement l'étape ultime étant le retour des projets un peu de shared service center, qui peut être considéré comme l'étape un peu ultime de l'optimisation et de l'industrialisation des back-office, notamment sur la finance, mais pas que. Donc ça, c'est la première typologie de mission. Et au regard de ce que je disais par ailleurs dans mon introduction, évidemment, ce contexte très chancelant et très compliqué engendre une pression assez forte sur la trésorerie aujourd'hui des entreprises, avec encore une fois une période du quoi qu'il en coûte qui est plus derrière nous que devant nous. Donc on voit de nouveau aussi un certain nombre de clients qui nous sollicitent sur les enjeux de la gestion de trésorerie, à la fois sur des sujets d'optimisation prévisionnelle, alors qui est
dans le contexte actuel, qui est un exercice assez périlleux à réaliser, évidemment, mais aussi le retour au premier plan des projets d'optimisation du BFR, qui effectivement prennent bien souvent. Alors, il y a des tentatives qui sont faites autour de la gestion des stocks et de l'optimisation des stocks, mais encore une fois, dans le contexte actuel, c'est particulièrement compliqué et ça peut être un peu antinomique de gérer au mieux ses stocks tout en sécurisant au maximum ses appros. Donc c'est une quadrature du cercle qui n'est pas simple à résoudre. Et donc effectivement, assez naturellement, nos clients nous sollicitent de nouveau beaucoup sur des sujets d'optimisation du poste client et de façon plus générale. Donc évidemment, ça passe par du recouvrement, mais aussi plus généralement sur l'optimisation du cycle order to cash. Effectivement, l'automatisation des tâches, c'est un sujet qu'on retrouve souvent dans les consultations que nous adressent les prospects. C'est dégager du temps en fait aux équipes qui passent beaucoup de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée, notamment la partie recouvrement et gestion du cash. Et du coup, Olivier, tu partages cette vision qu'a décrit Frédéric ? De plus en plus, en fait, sur les derniers mois, on constate en fait une vraie interrogation sur l'optimisation du poste client au sens large, qui commence par le recouvrement, mais qui rapidement en fait dérive sur l'order to cash de manière générale. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a finalement 4 grandes étapes. La première, c'est plutôt la sécurisation de la prise de commande. C'est s'assurer de choisir les bons clients et de surveiller finalement les clients avec lesquels on travaille, non pas de manière ponctuelle, mais de manière un petit peu plus régulière. C'est l'occasion finalement de réouvrir en fait ce qu'on met rarement à jour, les conditions générales de vente, et de mettre un petit focus sur le pourcentage d'acompte, sur les délais de règlement qui peuvent être négociés, sur les livraisons, à partir de quand est-ce qu'on va facturer. Et en parallèle, pouvoir directement dire on arrête pour telle et telle raison, parce qu'on ressent qu'il y a une difficulté conjoncturelle. Le deuxième point, c'est surtout ce qui va être finalement qualité de la facturation, d'une part, qui est inhérent finalement de la facturation dans l'absolu, mais sauf que c'est de notre côté, on n'a pas mis les bonnes informations, donc du coup nos factures sont retoquées et on prend du temps et donc de la trésorerie qui ne rentre pas. Et le parallèle, c'est plutôt sur la partie FAE. Toutes les factures à émettre, de plus en plus se pose la question de réussir à discuter entre les services. Le commerce a des objectifs, la prod en a d'autres, la finance en a également. Mettre en parallèle finalement ce prévisionnel. Le commercial a un objectif de chiffre d'affaires sur un exercice fiscal. La prod doit s'organiser justement pour avoir les matières premières, les ressources pour délivrer en fait la production. Et la finance, s'assurer en fait qu'elle récupère en fait les flux financiers pour pouvoir alimenter. En règle générale, ces 3 directions qui ne vont pas forcément dans la même direction, pour le coup, et qu'il est intéressant de pouvoir joindre les unes aux autres. Le 3e niveau, là c'est à l'évidence, optimiser en fait tout ce qui va être process de recouvrement en tant que tel. Relancer plus, relancer mieux, avoir des algorithmes prédictifs, être capable de mixer en fait les canaux de relance, que ce soit téléphone, SMS, mail, on passe par les applications de paiement mobile, par les portails clients, détecter au plus tôt finalement une difficulté, un litige, l'affecter, le suivre, avoir la traçabilité de l'information qui remonte dans le système, et de manière générale avoir une vraie approche de reporting, de consolidation, pour pouvoir prendre des décisions. Les directions générales, souvent, elles sont un petit peu à l'aveugle sur ces sujets-là, entre les différents services qui tentent en fait d'avoir tel ou tel retour sur leur propre périmètre. Effectivement, tes propos me rappellent un échange que j'ai eu récemment avec un directeur financier qui en fait, pour des besoins de développement de son groupe, souhaitait lever 30 millions d'euros, mais arriver aux limites des covenants bancaires, limites définies dans le contrat. Et en fait, il a eu une approche différente. Il s'est dit, en fait, je ne vais pas aller chercher un financement au niveau des banques. Le cash, il est chez moi, en fait. Il est chez moi en travaillant sur les FAE, en travaillant sur la qualité de facturation, en travaillant sur mes processus de recouvrement, etc., etc. Sur, quelque part, des best practices. Voilà.
Donc effectivement, je confirme tes propos. Et du coup, comment dire, j'imagine que l'externalisation, c'est un sujet que tu entends parler dans la bouche des directeurs financiers. C'est la quatrième en fait étape d'optimisation, c'est qu'il y a une véritable tension sur le marché du travail, trouver des ressources dynamiques et compétentes. On peut automatiser un certain nombre de procédures. Maintenant, il y a un moment où on a besoin quand même d'avoir cet échange humain, et heureusement qu'il y a quand même cette composante importante dans le process. Donc être capable d'avoir finalement sur une application qui est mise en place, un paramétrage qui est déjà alimenté, des flux informatiques, mais juste des personnes qui vont se connecter, s'insérer dans une stratégie au bénéfice en fait de la traçabilité dans les process de recouvrement, côté finalement donneur d'ordre. D'avoir rapidement en fait des personnes qui peuvent se connecter et suppléer à ces pics de charge. Exactement. Du coup, Frédéric, un petit mot sur ces best practices finalement. Ouais, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je partage absolument les axes mentionnés par Olivier. Effectivement, c'est la façon dont on travaille tout au long du cycle order to cash sur l'entrée en relation commerciale, la gestion des litiges, donc la qualité de la facturation, la gestion des litiges et le recouvrement. Et effectivement, en prenant, nous on aime bien utiliser le mot cash culture, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Olivier, souvent on peut avoir le process order to cash est un process éminemment transverse dans l'entreprise, et donc ça nécessite que tout le monde partage, si ce n'est des objectifs communs, au moins un socle commun sur la culture cash. Donc effectivement, ça fait vraiment partie des axes sur lesquels on travaille. J'ajouterais juste un cinquième élément qui est un peu un élément d'actualité, qui est effectivement le projet de réforme de facturation électronique, qui va arriver pour le premier step au 1er juillet 2024, et qui, je pense, va quand même modifier assez significativement le process order to cash. Alors, de façon très claire, nous, chez nos clients, c'est quelque chose qui démarre un peu doucettement et qui est souvent encore vu uniquement, ou en tout cas prioritairement comme un projet IT, ce qui, à mon avis, est une erreur. Mais effectivement, la façon dont le cadre imposé par la loi, alors pour rappel, hein, cette loi n'a pas du tout été faite pour optimiser l'order to cash, mais pour essayer d'éradiquer au maximum la fraude à la TVA. Il n'en demeure pas moins qu'elle va poser un cadre assez structurant sur l'order to cash et qui va modifier significativement les relations client-fournisseur. Un exemple un peu idiot et trivial, mais je pense que la première cause de retard client, en tout cas qui est opposée par les clients quand on fait de la relance, c'est « je n'ai pas reçu ma facture ». Évidemment, dans le cadre de cette loi, ça va être un argument beaucoup plus complexe à utiliser. De la même manière, on parlait de la gestion des litiges. Voilà, aujourd'hui, la détection des litiges va se faire de façon beaucoup plus réactive au travers des plateformes, qu'elles soient publiques ou privées. Et ça va nécessairement entraîner des adaptations dans les modes de fonctionnement des entreprises. Donc voilà, il y a encore un certain nombre de paramètres qui ne sont pas totalement connus et qu'on découvre au fur et à mesure. Mais effectivement, je pense que dans les prochains mois et semaines, la mise en place de la facturation électronique va assez significativement modifier ce mode de fonctionnement, et nous on incite beaucoup en tout cas nos clients et nos partenaires à s'y mettre le plus rapidement possible pour pas subir la loi, mais vraiment finalement de faire une contrainte, un vrai point de force pour l'optimisation de l'order to cash. Ouais, c'est ça, c'est transformer cette contrainte réglementaire Exactement. en opportunité pour mieux fonctionner, Exactement. mieux facturer et donc mieux encaisser quoi, au final. Donc optimiser son poste client et sa trésorerie. Écoutez Frédéric, Olivier, merci beaucoup pour vos inputs sur ce sujet très intéressant et d'actualité qui est l'optimisation du poste client et de la trésorerie. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous et à bientôt pour un prochain webinar.